Bonjour. Ah oui, là, ça marche définitivement. Alors, en lieu et place de Bruno Bonnel qui s'excuse, j'ai le plaisir d'accueillir Georges-Étienne Faure, qui est en charge de tout ce qui est la politique du numérique du SGPI, Secrétariat général pour l'investissement, qui va nous expliquer un petit peu comment est organisé SGPI et le numérique au sein du SGPI. Merci. Georges-Étienne, c'est à vous. Merci beaucoup. Oui, j'ai déjà pris place au pupitre. Alors, ceux qui m'ont vu écrire frénétiquement en attendant que la conférence commence verront que c'est bien un remplacement au débeauté. J'en profite pour vous présenter les regrets de Bruno Bonnel, le secrétaire général pour l'investissement, qui pilote le plan France 2030 et qui est bien connu, je crois, de certains d'entre vous, mais qui malheureusement a été appelé à une réunion je crois, du président de la République avec les plus gros, j'allais dire pollueurs, mais les plus gros industriels de France pour voir justement comment essayer de limiter les émissions. Et donc, il me revient de vous présenter France 2030 et de vous parler peut-être plus spécifiquement du pôle que j'ai l'honneur de coordonner. Alors, France 2030, il y en a qui ne connaissent pas ou tout le monde connaît pas. Il y en a qui ne connaissent pas. Bon, parfait. Merci monsieur, parce que sinon je perdais d'un coup 5 minutes de mon allocution. France 2030, c'est un grand plan d'innovation et de financement de l'innovation annoncé par le président de la République il y a un an. Mais France 2030 se nourrit aussi d'autres plans plus anciens depuis une dizaine d'années à peu près, qu'on a pu appeler les investissements d'avenir, voire le grand emprunt. D'où est-ce que tout ça vient? Ça vient d'un constat qui a été fait il y a 10-12 ans, du fait que les différents ministères finançaient, chacun dans leur verticale, des travaux d'innovation ou de recherche. L'industrie soutenait les grands industriels, probablement les mêmes que ceux qui sont reçus aujourd'hui. Les PME soutenaient bien évidemment les PME, le numérique soutenait les startups, la recherche soutenait les labos de recherche, et ces gens-là, qui tous travaillaient excellemment bien dans leur domaine, ne se parlaient pas nécessairement. Il n'y avait pas toujours une réelle cohérence dans la façon dont les dispositifs étaient conçus. Et donc, on était dans un fonctionnement qui était, à l'époque, jugé sous-optimal. L'idée a été de dire, ce serait bien qu'il y ait une structure au niveau du gouvernement et donc auprès de la Première ministre qui coordonne ces travaux-là et qui essaye de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les politiques publiques d'innovation. Alors évidemment, je vous parlerai de tout ça avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'est pas question en tout cas de mon point de vue, de prétendre que ce que nous faisons aujourd'hui, ni même que ce que nous ferons demain, sera parfait. En revanche, ce que je compte prétendre, c'est que nous allons essayer de toutes nos forces, et je dirais même un petit peu plus de toutes vos forces et de toutes les forces du contribuable. Puisque comment est-ce qu'on coordonne efficacement le travail de N ministères qui ne sont pas toujours alignés? C'est en étant assis sur un tas d'or et en étant ceux qui contrôlent finalement ces investissements, puisque en même temps qu'on s'est dit que l'enjeu était de coordonner et d'essayer de faire des dispositifs intelligents, on a aussi décidé, pour parler vulgairement, de mettre le paquet. Et aujourd'hui, le plan d'investissement France 2030, c'est 54 milliards d'euros de crédit sur les 5 voire 10 prochaines années. Donc c'est un plan d'investissement qui est massif et que nous coordonnons pour le gouvernement. Alors concrètement, pour ceux d'entre vous qui auraient déjà fréquenté des structures comme la BPI, qui est je crois un auguste sponsor de cet événement, la Caisse des dépôts, l'ADEME ou l'ANR pour ceux qui travaillent plutôt du côté de la recherche, une large partie des crédits qui sont distribués par ces institutions, soit en subvention ou avance remboursable, soit en participation en fonds propres au capital des entreprises, ce sont des crédits qui viennent de dispositifs et de fonds que nous coordonnons. Alors, sur ces sommes, bien sûr, on traite
l'ensemble, enfin pas l'ensemble, on traite une vaste sélection de sujets. Il y a des sujets environnementaux, il y a des sujets énergétiques, tout le plan hydrogène notamment, mais d'une part, parce que c'est là que je suis relativement compétent, et d'autre part, parce que c'est les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, il y en a une large partie qui n'est pas totalement fléchée à ce jour, mais qui devrait, à la fin des fins, avoisiner, enfin dépasser les 10 milliards d'euros et probablement être en dessous des 15 milliards, qui aura trait au numérique au sens large. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Alors d'abord, vous précisez, mon titre est en train de changer, puisque ce sera plus directeur du programme numérique, mais responsable du pôle ou chef du pôle ou je sais pas quoi, mais souveraineté numérique. Alors, pourquoi ce changement? Je suis pas sûr que beaucoup de gens se posent la question compte tenu de l'actualité. La souveraineté numérique, c'est un vieux sujet, puisque ça fait assez longtemps qu'on en parle, mais c'est un sujet qui est douloureusement d'actualité, en tout cas la souveraineté. Quand on voit les questions d'approvisionnement énergétique, quand on voit les questions d'approvisionnement en composants électroniques et quand on voit les questions parfois de cybersécurité, on sait tous que la souveraineté a été, de façon parfois dramatique, remise au goût du jour. Alors ça peut sembler opportuniste de dire « Ah tiens, ça y est, ils se mettent à faire de la souveraineté numérique ». Je rappellerai à nouveau avec beaucoup d'humilité que pour ceux qui se souviennent du cloud souverain, Numergy, CloudWatt, c'était l'auguste maison que j'ai le plaisir de représenter. Alors ça n'était pas un immense succès, puisque je crois qu'il y a des gens un peu jeunes dans la salle pour s'en souvenir, c'était il y a une dizaine d'années à peu près, et j'en parle d'autant plus simplement qu'à l'époque je n'étais pas dans ces services-là et que j'avais même pu dire publiquement que c'était une assez mauvaise idée. Il avait été décidé d'investir massivement dans 2 projets de construction d'opérateurs de cloud computing qui soient français. Alors, est-ce que l'intuition était bonne? Je le crois. En tout cas, on voit bien aujourd'hui que si ces projets avaient abouti de façon satisfaisante, probablement on aurait certainement d'autres problèmes, mais certains problèmes en moins. Est-ce que la méthode était la bonne? Probablement pas, puisque ça a échoué et que un certain nombre d'acteurs, déjà à l'époque, avaient signalé que ça risquait d'échouer. Au passage, je note quand même que c'est toujours beaucoup plus facile de préciser a posteriori, j'avais bien dit que ça allait être un échec, que de le dire sur le moment, parce que ça, on peut documenter les choses, et on le fait régulièrement, puisque la Cour des comptes, en 2022, nous parle encore de ces projets-là. Mais en tout cas, ce sont des projets sur lesquels je donne crédit à mes prédécesseurs d'avoir essayé. Le job numéro 1 de France 2030, c'est d'essayer, et encore plus d'être aux côtés de ceux qui essayent. Si vous devez retenir une chose, notre job, c'est de prendre des risques. Alors, d'essayer de les mesurer et de ne pas prendre de risques de façon inconsidérée, mais si c'est pour voler au secours de la victoire et pour investir dans une entreprise qui de toute façon va réussir, ce sera probablement un bon placement financier. En revanche, nous considérons que ce n'est pas le job de France 2030. Nous considérons que notre job est surtout d'aller financer des projets ou compléter des financements de projets, puisqu'on fait évidemment très rarement des financements tout seul, que les banques ne financeraient pas. On est là pour accompagner les industriels dans une prise de risque qu'ils ne pourraient pas assumer tout seuls. On ne va pas l'assumer à leur place. En revanche, on va essayer de leur rendre les choses un peu plus faciles en contribuant à cette prise de risque. Et donc, notre boulot fondamental est vraiment de recevoir
l'ensemble des acteurs de l'innovation, d'essayer d'échanger avec eux, bien sûr parfois en direct et puis parfois à travers les différents ministères et surtout nos opérateurs. Je les ai mentionnés, BPI France, la Caisse des dépôts, l'ADEME pour tous les sujets environnementaux et l'ANR pour la recherche plus amont, mais d'essayer avec l'ensemble des acteurs gouvernementaux d'être des soutiens et des appuis financiers, mais pas seulement toujours, à ces travaux d'innovation et de limiter le risque, ou en tout cas encourager la prise de risque d'acteurs qui, sinon, seraient dans un paysage plus compliqué pour eux. Alors, concrètement, sur la souveraineté numérique, il y a 1000 définitions dont beaucoup sont problématiques. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'être dans un nationalisme économique un peu bêta. Il s'agit essentiellement pour nous de garantir que nous sommes, et quand je dis nous, c'est acteurs gouvernementaux, citoyens, acteurs économiques, maîtres de notre destin. C'est-à-dire que, très concrètement, le fait d'utiliser telle ou telle solution ou tel type de technologie ne nous soumettent pas à des impératifs commerciaux, politiques, sur lesquels nous n'avons aucune prise. Typiquement, alors le sujet le plus évident dans le monde du numérique, c'est évidemment sur les données et les techniques de renseignement ou les techniques de police. Il est bien évident, ou en tout cas l'expérience a montré, qu'en utilisant des solutions chinoises ou des solutions américaines, elles sont, que ce soit dans un cadre légal parfaitement assumé ou que ce soit dans la pratique, soumises à des influences des gouvernements étrangers. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut considérer que c'est acceptable? Peut-être. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels c'est parfaitement inacceptable? Certainement. Et donc, il y a une partie du job sur la souveraineté numérique qui est on va dire que c'est une partie défensive, qui est de s'assurer que dans chaque segment absolument clé de notre panorama technologique, il y a à minima une solution qui soit acceptable du point de vue de la souveraineté. Alors évidemment, parfois, on part d'un peu plus loin. Pour autant, moi, je fais partie de ceux qui sont prêts à assumer le fait que parfois, une solution souveraine doit commencer par être une solution sous-optimale. Je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens que parfois, c'est inacceptable d'utiliser une solution qui ne soit pas souveraine, notamment pour certaines parties de l'administration, bien sûr. Mais il faut aussi se rendre compte que on est tellement, dans certains secteurs, biberonné à la technologie américaine ou la technologie asiatique que finalement, la simple différence passe pour une baisse de qualité. Un exemple très simple, quel que soit, je ne vais pas rentrer dans la guerre Android contre iPhone, mais quelle que soit la solution que vous utilisez, si vous l'utilisez depuis suffisamment longtemps, le fait de passer sur une autre va vous sembler une baisse de qualité. Il y a quand même, et notamment avec les différentes démarches commerciales très agressives de quelques géants qui, dès qu'une start-up se crée, lui donnent des crédits, pas illimités, mais quand même très importants, qui lui permettent d'utiliser ces services gratuitement. Il y a là un enfermement et la création d'un habitus qui, derrière, entraîne très directement cette perte de souveraineté. Mais il ne faut pas croire que c'est uniquement défensif, bien sûr. Dans l'ensemble des stratégies que nous développons, il y a, je ne les ai pas détaillées, mais aujourd'hui, il y a des stratégies sur la 5G, la 6G et les futures technologies de communication. Il y a des stratégies sur le cloud computing, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est cybersécurité, bien sûr, sur, alors je vais en oublier forcément, tout ce qui est robotique, tout ce qui est électronique. Et donc, sur l'ensemble
de ces stratégies-là. Il y a aussi des visées offensives sur lesquelles on se dit, OK, quels que soient les trains qu'on a pu rater par le passé, quels sont les secteurs dans lesquels on pense qu'on a le plus de chances d'être des compétiteurs ou des leaders mondiaux dans le futur, et on mise évidemment là-dessus aux côtés des acteurs qui partagent ce constat. Donc c'est notre job de prendre des risques aux côtés de ces acteurs. C'est notre job aussi d'apprendre de nos échecs passés. Je vous ai parlé du cloud souverain. C'est pas le type d'expérience qu'on souhaite répéter à l'infini, ni même répéter une seule fois. Et donc, la question est aussi comment est-ce qu'on fait différemment et quelles sont les nouveautés finalement de France 2030 par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les plans d'investissement précédents. Alors, outre l'ampleur, puisqu'on est aujourd'hui dans une massification avec les 54 milliards d'euros dont j'ai parlé, il y a la notion qu'on traite la chaîne de l'innovation vraiment dans sa globalité, donc bien sûr de la recherche la plus fondamentale jusqu'au déploiement le plus industriel. Très concrètement, on finance des recherches dont on ne sait pas dire si elles auront un jour un aboutissement commercial, et on finance, au-delà de la première commerciale, on finance des déploiements, des constructions d'usines, voire même des massifications sur certaines technologies. Et, chose très importante, on finance les talents qui vont avec, puisque vous savez comme moi, mieux que moi pour certains, que vous pouvez créer de superbes innovations si vous n'êtes pas capable de recruter les gens qui derrière vont vous permettre de faire votre développement commercial, si vous n'êtes pas capable de recruter des équipes de développement compétentes sur ces technologies de pointe, ça n'ira pas bien loin. Or, la formation et talents, tous à peu près dans les secteurs que vous représentez, je pense que vous êtes confrontés à une certaine pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Très concrètement, nous avons aujourd'hui des appels à projets pour que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur se mobilisent et créent de nouvelles formations, notamment dans les filières que j'ai mentionnées tout à l'heure, y compris d'ailleurs des cursus cross-filières. L'idée n'est pas forcément d'avoir des ingénieurs ou des bac plus 3 spécialisés 6G, on peut avoir des choses transverses. Mais donc, on travaille les talents et on travaille aussi l'attractivité de ces filières. Je suis très heureux de voir que la prochaine table ronde, si j'ai bien compris, est 100% féminine. En revanche, force est de constater que ce n'est pas le cas général ni dans cet événement, ni même dans les formations aujourd'hui. Et il y a un travail massif à faire de ce côté-là. Autre nouveauté, autre effort continu, devrais-je dire. On essaye de faire plus simple et plus agile. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la joie de soumettre un dossier de demande de subvention, quel que soit l'opérateur et qu'il soit sponsor ou non de cet événement, ce n'est pas toujours le process le plus simple. Il y a parfois des levées de fonds pour les startups de plusieurs millions d'euros qui sont nettement plus simples, au moins au début. Et on essaye vraiment de travailler pour que finalement on rende le process le moins pénible possible. Pourtant, on est évidemment comptable de l'argent public, donc on fait attention à ce qu'on fait, mais l'idée est que au moins dans les premières étapes, on allège au maximum le dossier et qu'on aille très rapidement mettre des experts en face des innovateurs, des entreprises, des chercheurs, de façon à pouvoir très rapidement qualifier si c'est intéressant ou non, et dire aux gens, non, ça ne rentre pas dans le truc, et à ce moment-là, on se quitte bons amis, puisqu'ils ont perdu peu de temps. Autre enjeu très important, c'est qu'on va essayer de travailler l'achat public. On a de plus en plus d'entreprises, et elles ont raison, qui nous disent vos subventions, c'est bien, ça aide dans certains cas, en revanche, on préférerait des contrats. Et comme on peut raisonnablement estimer que dans les mois qui viennent, nous allons rester dans un système capitaliste, on peut estimer aussi que, a priori, pour une entreprise, un client est mieux qu'un bienfaiteur, ou en tout cas un contrat est mieux qu'une subvention. Pour une start-up, ça permet très concrètement de lever des fonds plus simplement, puisqu'un VC va considérer la subvention comme à peu près zéro, ou en tout cas du non récurrent, alors qu'il va considérer du chiffre d'affaires comme quelque chose de parfaitement valorisable. Mais l'achat public, c'est un objet qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement contraint. Ça fait
20 ans qu'on parle de Buy European Act, de pacte PME, de achat à la française, etc. Et on n'y arrive pas. Je pense que vraiment dans tout ce qui est partenariat d'innovation et achat public innovant, il y a des modalités à travailler, y compris parce que les très gros acteurs dont on parle, et qui sont souvent les concurrents et ceux qui remportent ces marchés, n'ont pas toujours en réalité l'agilité, puisque pour tout, ils doivent remonter de l'autre côté de l'Atlantique au siège pour toute modification. Mais encore faut-il leur demander de modifier des choses. Si on reste dans de l'achat public classique et qu'on fait un cahier des charges très bien cadré, où en plus ils ont fait un excellent travail de lobbying pour que le cahier des charges corresponde à leur sujet, il est probable qu'ils arriveront à nous battre. En revanche, si la démarche d'achat public innovant est de dire « moi j'ai besoin que vous travailliez avec moi toutes les semaines pour adapter votre produit, etc. », un acteur qui a besoin de remonter à Redmond, à Palo Alto ou ailleurs, à chaque fois qu'il y a une modification technique à faire, ce qui est le cas pour ces acteurs-là, possiblement ne sera plus en capacité de s'aligner sur des entreprises plus proches de chez nous. Donc on va essayer de travailler l'achat public. Ça va être un chantier de longue haleine, parce qu'il y a beaucoup de complexité, mais on souhaite le faire. Et puis, comme on a aussi les amis de l'open source dans cet événement, on va évidemment miser sur la construction d'un certain nombre de communs et d'un certain nombre de communautés. Parce que la souveraineté, c'est pas seulement nécessairement d'avoir un acteur économique national qui porte quelque chose, c'est parfois juste d'avoir une solution qui soit acceptable du point de vue de la souveraineté. Or, justement, l'une des caractéristiques de l'open source, quand c'est réalisé convenablement, c'est que ça offre des garanties de souveraineté. Et donc, dans un certain nombre de projets, aujourd'hui, très concrètement, nous finançons le développement de produits open source en intelligence artificielle ou en électronique ou en IA embarquée notamment, à hauteur de sommes assez importantes. Ça peut être plusieurs dizaines de millions pour un projet open source, c'est assez important. Donc, pour faire simple, et puisque je vois que j'ai finalement pris évidemment plus de temps que ce qui m'était imparti, et je m'en excuse, France 2030 a vocation à être à vos côtés dans vos projets d'innovation. Venez nous voir, allez voir la BPI, allez voir les dispositifs, allez voir la Caisse des dépôts, allez voir l'ADEME selon votre secteur, allez voir l'ANR bien sûr, ou bien venez nous voir directement, venez voir vos interlocuteurs ministériels. Essayez de construire avec eux une relation pour voir comment nous pouvons, à vos côtés, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Vous avez pour ça des patrons ou des investisseurs ou des banques ou que sais-je. On est là pour essayer de vous accompagner dans les risques que vous prenez pour faire avancer au choix votre entreprise, la science, votre communauté et en tout cas le pays pour construire la France de 2030, parce qu'évidemment comme ça je boucle sur un slogan. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Plutôt pas vraiment. Merci beaucoup.